Merci Manuel de m'avoir invité. D'abord, vraiment un grand merci. Donc aujourd'hui, je vais essayer de présenter les deux filières principales, enfin voire trois peut-être, mais plutôt deux filières de recherche qu'on mène ici au laboratoire de mécanique depuis, je dirais, 5 ans, je crois, ouais. Donc la première partie, c'est une partie, enfin c'est une filière de recherche qui a été développée ici et après récemment aussi en collaboration avec des collègues de Polytechnico de Milan et concerne surtout la partie séisme. Et puis, il y aura une deuxième partie sur la propagation d'ultrasons pour les contrôles non destructifs, qui est menée par contre en collaboration avec les COALIStes. Donc, bon, je vais peut-être glisser sur l'outline parce que de toute façon, c'est mieux de rentrer dans les détails avant de comment dire, de lister tout ça parce que ça ne parle pas peut-être. Alors, une brève introduction. Donc, l'idée que je crois toute la communauté, disons, calcul scientifique a commencé à poursuivre très récemment, c'est du coup d'essayer d'aller un peu plus loin avec les simulations numériques. Donc, on peut quand même maintenant atteindre des niveaux de fiabilité de nos simulations numériques qui est extraordinaire. Et surtout, les simulations maintenant sont vraiment très, très représentatives, même pour des cas compliqués de non-linéarité, turbulence. Donc, c'est vraiment, grâce au calcul HPC, bien sûr, c'est vraiment amusant maintenant de pouvoir reproduire de, de phénomènes physiques très, très compliqués, multi-échelles, multi-composantes, etc. La question, c'est qu'en même temps, on a quand même pu créer des bases de données énormes à l'issue bien sûr, des enregistrements qui peuvent être faits dans tous les domaines, mais aussi des mesures de campagne expérimentale. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de maintenant voir comment on peut mêler les deux et essayer de construire des outils hybrides pour prédire des phénomènes à la fois en intégrant la complexité de la physique via les simulations, mais aussi en contraignant la simulation via les données. Et bien sûr, la philosophie pour poursuivre ces types d'approches hybrides, enfin les philosophies plutôt, je dirais, je parlerai au pluriel, sont beaucoup, très différentes, diverses et variées. Et donc, ici, aujourd'hui, j'essaie de présenter celles qu'on a essayé de poursuivre depuis quelques années. Mais bien sûr, disons, il y a vraiment beaucoup d'expériences, beaucoup de groupes de recherche au monde qui travaillent sur le même sujet, mais avec des approches complètement différentes. Donc, dans notre cas, l'idée, je ne sais pas si la vidéo… Non, la vidéo ne marche pas. Bon. Désolé, hein. Mais en gros, dans notre cas, on s'est rapproché à l'intelligence artificielle à l'issue, par contre, d'un problème de propagation de séisme. Donc, au labo, depuis des années, on développe des outils numériques pour la propagation d'ondes dans les milieux, enfin, dans la croûte terrestre. Il inclut, du coup, vous voyez un plan ici, il devrait y avoir une faille qui glisse. Donc, c'est une faille de 30 km qui glisse en Grèce. Donc, la rupture se propage et donc, il y a l'onde qui après se propage. Et dans cette petite portion de croûte terrestre, il y a la tâche ici qui est un bassin sédimentaire hein, très, très souple où typiquement il y a des bâtiments. Et donc, effectivement, on essaie de concevoir, on a essayé de concevoir ces outils de modélisation numérique pour prédire les champs d'ondes qui éventuellement un séisme pourrait générer. Et en fait, pour essayer d'améliorer la prédiction et la conception surtout de tout ce qui est en installation nucléaire. Mais non seulement donc, les installations nucléaires, aussi les villes, les régions un peu sensibles. Et bien sûr, pour faire ça, il faut des ressources computationnelles qui deviennent de plus en plus accessibles, mais qui sont quand même pas très, très évidents à prendre en main. Donc, typiquement, les supercalculateurs comme Oxygène. Et donc, les nombres de corps MPI, ou bon, j'imagine aussi de calcul maintenant avec les GPU, les nombres de ressources, enfin, la taille des ressources computationnelles nécessaires est de plus en plus grande parce qu'on a besoin effectivement d'étendre la complexité de nos simulations. Donc, l'idée ici, hein, c'était aussi vraiment de pouvoir non seulement prédire les champs d'ondes incidents, mais aussi essayer d'être capable
de prédire les comportements après d'une structure. Donc, on passe d'une échelle régionale, donc on pense à la taille, par exemple, de l'Île-de-France, à une échelle d'une centaine de mètres, qui peut être, par exemple, un bâtiment ou un complexe industriel et bien sûr aussi nucléaire. Donc, l'idée, c'est d'abord d'améliorer la prédiction sans considérer les structures, donc justement simplement les phénomènes naturels, qui est un peu la réponse en termes d'ordonnée spectrale à gauche. Et à droite, après, non seulement améliorer la prédiction du phénomène naturel, mais aussi améliorer la prédiction du séisme, et pardon, de la réponse structurelle. Ce qui est important, c'est qu'on on doit travailler non seulement sur le couplage entre la propagation à l'échelle régionale et la propagation dans les bâtiments, dans la structure, mais aussi essayer disons, de garder l'information qui vient d'une simulation et l'introduire dans l'autre. Et cette information-là doit être la plus réaliste possible. C'est pour ça qu'en fait, malgré la puissance des calculs, souvent on n'arrive pas à reproduire la nature de façon très satisfaisante. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici à gauche, le spectre bleu, c'est les spectres qu'on arrive à reproduire grâce à la simulation numérique tout court, mais les spectres rouges, c'est les spectres enregistrés. Il y a un fort décalage et qu'on n'arrive pas pour l'instant à combler parce qu'on n'a pas assez de puissance numérique, mais aussi parce que l'incertitude de la modélisation déterministe est énorme. Donc, normalement, dans les milieux, dans les cadres des catastrophes naturelles, l'incertitude est telle que même avec une puissance infinie de calcul, on aurait quand même du mal à prédire bien les phénomènes. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle permet à la fois d'améliorer cette prédiction juste en regardant ce qui se passe au niveau des données. Et donc, vous voyez qu'on passe du spectre bleu au spectre noir, qui est vraiment plus proche des prédictions. Et si on fait ça au niveau simplement de phénomènes naturels, donc on arrive à prédire mieux ce qui se passe au niveau de propagation jusqu'à la surface, c'est normal qu'après, nos simulations sont capables de prendre en compte un champ d'onde plus réaliste, 3D bien sûr, au niveau des composantes structurelles. Et donc aussi, on arrive à prédire un peu mieux la réponse des bâtiments et donc améliorer la conception après parasismique des ouvrages critiques type les réacteurs nucléaires. Et d'où viennent toutes ces données-là? En fait, en sismologie, on a des bases de données désormais énorme, je dirais. J'arrive même pas, je n'essaierai même pas quantifier quelle est la taille de ces bases de données parce qu'en fait, déjà, c'est des bases de données régionales que commencent à être regroupées et donc on y couvre plus ou moins tous les spectres de distance source-station et aussi les spectres de magnitude possibles. Bien sûr, disons, de point de vue probabiliste, on n'a pas la même distribution parce qu'on n'arrive pas à observer en magnitude 8, heureusement, tous les jours. Donc, c'est normal que les séismes un peu plus faibles sont plus observés, mais disons qu'il y a aussi l'effet de la distance de la source qui, en génie parasismique, est très, très important parce que même en magnitude 5 en France, si la distance de la source est d'1 kilomètre, ça peut engendrer souvent des problèmes, comme il est arrivé récemment en 2019 au Teil, dans le sud-est de la France. Et du coup, en fait, en plus, on peut couvrir un large spectre, même du point de vue géographique, mais le contexte sismotectonique, il est très différent. Donc, il faut tenir ça en compte aussi parce qu'un tremblement de terre au Japon, normalement, a des caractéristiques différentes des tremblements de terre au Chili, en Californie et même en France. Mais du coup, l'incertitude reste toujours forte, malgré le fait que quand même, on a un peu plus de données maintenant et digitalisées et accessibles open source, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de l'industrie, qui peuvent être exploitées. Donc, l'idée qu'on s'est dit, c'est que, bon, on a à disposition de ce que j'appelle PBS, donc Physics Based Simulator. Donc, c'est un outil numérique très classique. Dans notre cas, on a travaillé longtemps sur la simulation éléments spectraux pour la simulation d'ondes élastiques dans les milieux complexes, donc hétérogènes, avec un couplage solide, fluide. Et non linéaire, notamment pour la partie de sol qui est à côté qui est un peu plus mou et qui a tendance à rentrer dans des régimes non linéaires quand on atteint certaines amplitudes d'ondes. Et du coup, bon, on essaie de coupler ces simulateurs avec l'intelligence artificielle, et donc typiquement avec
en général, la chose la plus simple à laquelle on a pensé, c'est des couches de convolution, et on verra ça dans les détails plus tard, pour créer des signaux sismiques synthétiques, complètement synthétiques, mais avec un bon réalisme. Et non seulement tout ça, on y arrive quand même déjà plutôt pas mal entre 0 et la fréquence de coin, si on peut l'appeler comme ça, FM, grâce à nos simulateurs, parce qu'en fait, à basse fréquence, si on ne garde pas tous les détails sur la géologie et sur les failles, on arrive quand même à reproduire des séismes qui sont très réalistes. Mais le problème, c'est que la dispersion numérique, à un moment donné, et l'incertitude aussi de la géologie nous empêche d'aller plus loin. Donc, il y a une fréquence FM qui est difficile à définir parce que ça dépend vraiment du cas par cas. Et les simulations, enfin, l'intelligence artificielle entraînée sur les données, sur les millions de données qu'on a à disposition, permet de combler l'incertitude à haute fréquence, qui est par contre très importante parce que le spectre complet est important pour permettre la conception de bâtiments un peu critiques. Et en général, on travaille sur des fréquences qui vont de 0 à 30 Hz. Mais la simulation numérique, même les plus performantes, permet d'arriver jusqu'à 5 Hz dans le spectre de la partie bleue, la bande bleue. Et tout ce qui est 5-30 Hz, donc les restants 25 Hz, sont quasi, enfin, pas impossibles, mais très difficiles à reproduire du point de vue déterministe de façon un peu robuste. Et ensuite, en plus, pour aller un peu plus loin, on souhaiterait aussi monitorer des bâtiments parce que c'est quelque chose d'intéressant vu qu'il y a de plus en plus de smart buildings qui sont conçus et de dire, OK, mais maintenant que j'ai un bâtiment complètement instrumenté, est-ce que si je prévois des scénarios issus de la simulation numérique, j'arrive aussi à prédire quelle serait la réponse sismique dans un cadre d'un bâtiment complètement endommagé? Là, j'ai exagéré un peu, j'ai mis un bâtiment complètement effondré, mais c'est parce que je voulais comment dire, donner un peu l'image de voir si on arrive en phase de pré-tremblement de terre, prédire des scénarios d'endommagement possibles juste avec l'analyse vibratoire et l'intelligence artificielle. Et c'est ça les activités que je mène en ce moment avec mes collègues italiens et sur le monitorage des bâtiments. Donc, on commence par la conception d'un générateur hybride de super résolution de séisme. Alors, on a commencé tout ça en 2015-2016. Et l'idée, c'était en fait de dire, OK, on travaille sur des quantités assez simples et assez, comment dire, simple et pas très grand en termes de taille. C'est-à-dire que si vous regardez dans l'image, ici, on a pris la réponse de l'oscillateur harmonique à 1 degré de liberté, donc la réponse spectrale que j'appelle SA, en fonction de la période de l'oscillateur. Donc, on prend la réponse de l'oscillateur à un seul degré de liberté en fonction de sa période, on l'a fait varier, et on prend la réponse maximale pour chaque période. Ça, c'est un outil qu'en génie parasismique est très utilisé parce que ça permet de donner un peu la réponse maximale d'un bâtiment assimilé à un résonateur en seul degré de liberté. Donc, c'est dans la pratique de l'ingénieur, c'est très, très utilisé. C'est très simple, mais c'est largement utilisé pour concevoir un peu la réponse à prévoir pour un bâtiment en fonction du nombre d'étages. Et donc, en fait, avec nos simulateurs éléments spectraux, là, c'est plutôt en période, donc il faut inverser l'axe des X. Donc, notre capacité de produire des tremblements de terre de façon concrète et robuste est dans la bande T-star jusqu'à a priori un T infini, donc à très basse fréquence. Mais bien sûr, la simulation numérique, à nouveau, elle a des problèmes de dispersion numérique, mais aussi de fiabilité du modèle qui nous amène en fait, à filtrer tout ce qui est la réponse à courte période. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a des méthodes en génie parasismique traditionnellement qui stochastiquement génèrent des spectres hybrides comme les noirs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais une relation entre la partie basse fréquence et la partie haute fréquence. Donc, on a simplement pris deux simulations différentes, une à basse fréquence issue des simulations numériques et une entre guillemets broadband, mais complètement stochastique, donc sans aucun lien avec la physique locale, donc l'effet des sites, enfin, la géologie locale, la faille locale, etc. Juste une simulation stochastique. Et donc, on s'est dit, bon, on filtre les deux, on obtient un spectre hybride noir avec des phases d'ailleurs qui sont choisies de façon complètement aléatoire. Et après, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des simulations plus ou moins réalistes, sauf que, bon, on peut faire mieux.
Donc, déjà, sans toucher la phase, sous les amplitudes, on a dit pourquoi on ne prédit pas un spectre hybride qui n'est pas stochastique, mais qui est issu, conditionné par la partie simulée, donc pour la partie longue période simulée. Donc, vous voyez, les données spectrales ici en rouge sont gardées fixes parce qu'on considère que ça, c'est notre, ce qu'ils appellent en anglais inductive bias, donc la connaissance a priori qu'on peut apporter au sujet. Et donc, dire, OK, l'intelligence artificielle, maintenant, on l'entraîne pour être capable de prédire la partie courte période. Et vous voyez qu'elle ne va pas très, très loin disons, de la prédiction hybride purement stochastique. Mais, disons, en quelque part, on conserve, non seulement avec un effet des doubles filtres, mais on conserve vraiment les préconditionnements dus à la simulation numérique. Et comment on fait ça? L'entraînement est important parce que les réseaux de neurones, vous l'avez déjà vu, hein, ils ont besoin de masses de données énormes pour s'entraîner. Et donc, on s'est dit, bon, en tout cas, si on a beaucoup de simulations, on peut construire des bases de données synthétiques. Mais le problème, c'est que les simulations, il nous manque quelque part les targets. Parce que si on simule jusqu'à là et on dit que pour des périodes plus faibles de testard, on n'a pas d'infos, on entraîne sur rien. Parce que dans les cadres supervisés, au moins, on a besoin d'un target auquel se rapprocher. Et donc, en fait, on fait ça directement sous les signaux. Donc, on prend l'hypothèse, on dit on a des signaux enregistrés partout dans le monde. On fait l'hypothèse que la simulation numérique pour la partie longue période peut se rapprocher pas mal. Donc, à la place que prend la simulation numérique, on prend les signaux filtrés entre testard et, enfin, on enlève en gros la partie 0 testard et on dit, OK, cette partie-là va rester comme un target à courte période qu'on va utiliser pour s'approcher à la prédiction en partant des ordonnées spectrales à longue période. Donc, ça, c'est la philosophie qu'on avait suivie au début et on avait pris des réseaux de neurones très, très simples, donc deux couches de feed-forward classique. Je pense que vous avez dû les voir déjà. C'est les réseaux les plus simples, vraiment sans se poser trop de questions parce qu'en fait, je tiens à les souligner. Moi, personnellement, je suis un bricoleur de réseaux de neurones. Je n'ai pas eu une formation en intelligence artificielle. Donc, au début, je me suis dit, bon, j'essaie de voir un peu les tutoriels en ligne, voir un peu la chose la plus simple que je peux aussi gérer. Et c'est comme ça qu'en fait, on a travaillé au début. Et donc, en fait, en partant d'un spectre rouge qui était du coup un spectre hybride plus ou moins, entre guillemets, fiable grâce aux prédictions des réseaux de neurones, j'ai gardé toujours les phases, la partie de phase aléatoire et je disais, OK, je génère un spectre à phase aléatoire, mais avec des réponses spectrales en termes de réponse en termes de réponse de l'oscillateur en seul degré de liberté qui est prédit à courte période par intelligence artificielle. Et après, j'ai calculé le spectre de Fourier et j'essaie de mettre à l'échelle le spectre de Fourier en partant de ça, donc de la ligne noire. J'essaie de le mettre à jour juste sous la partie haute fréquence pour qu'à la fin, j'aille un signal avec une phase aléatoire conditionnée par la partie longue période générée avec la simulation numérique et avec, disons, un spectre courte période qui soit plus ou moins réaliste parce que prédit par l'intelligence artificielle, par mon petit réseau de neurones à une seule couche, enfin, deux couches, multicouches feed-forward. Et avec ça, on est arrivé à quand même à se rapprocher pas mal, surtout sur la partie haute fréquence, des signaux réalistes. Vous voyez que dans ces cadres-là, l'enregistrement ici, il a carrément des pulses à très basse fréquence, ce qui est typique quand on a des aspérités, des failles qui glissent tout d'un coup. Mais les simulations numériques originaires n'arrivaient pas à reproduire la partie, toutes ces petites hautes fréquences. On n'arrivait pas à les reproduire parce qu'on devait à un moment donné filtrer, lisser tout. Mais avec l'introduction de ces stratégies cette stratégie un peu naïve, on est arrivé effectivement à améliorer la simulation. Tout ça, c'était 2018. Et on a déjà vu ça, hein. Une fois amélioré les spectres, donc on s'est rapproché pas mal des spectres enregistrés grâce à l'intelligence artificielle, ce qui nous a permis de prédire un peu mieux la réponse d'un bâtiment réacteur en collaboration avec EDF. Eux, ils nous ont fourni les modèles éléments finis du bâtiment réacteur. Et donc, on est arrivé à reproduire ces deux pics-là, qui sont des réponses enregistrées d'un bâtiment réacteur au Japon, grâce au fait que le champ d'onde qu'on a injecté dans nos modèles éléments finis provenant de la faille était beaucoup plus réaliste qu'un champ d'onde classique 3D.
Mais à partir de là, on a voulu aller un peu plus loin. Tout ça, je pense que vous avez déjà vu plus ou moins, même en photonique, des applications de ce genre. On a voulu aller un peu plus loin et donc on introduit ce qu'on appelle les tests de l'expert. Sauf que l'expert, ce n'est pas un sismologue humain, mais à terme, ça devrait être une machine. Donc l'idée, en général, c'était de prendre X, qui sont les simulations numériques, d'accord, ce que j'appelle simulation numérique, et d'essayer de reconstruire un Y tilde qui est un signal à super résolution, donc un signal 0,30 Hz complet, qui soit proche de signaux sismiques enregistrés partout dans le monde. La différence, c'est qu'on peut les contraindre par les simulations numériques. Donc, on peut générer plusieurs scénarios et du coup, plusieurs signaux reconstruits, mais réalistes, dans un cadre un peu où, enfin, par exemple, souvent en France, on n'a pas assez d'enregistrement. Donc, la simulation numérique aide à la prédiction aveugle de scénarios, par exemple, pour les centres nucléaires de Cadarache. Alors, la question, c'est qu'on ne peut pas se limiter à dire, OK, je construis un générateur, un métamodèle G qui, à partir de X, me génère Y tilde proche de signaux, mais je dois quand même toujours assurer qu'il y a un filtre quelque part que m'assure que la partie basse fréquence reste bloquée. Donc, la partie simulation numérique doit rester toujours la même. Je ne peux pas, enfin, si je génère quelque chose qui n'est pas bien contraint par la simulation numérique, j'ai failli mon objectif. Donc, on a essayé de poser tout ça comme un problème de classification. Pourquoi un problème de classification? Parce qu'en fait, on a deux types d'entrées, soit des données data, soit des signaux générés. D'accord? Donc, soit Y, les vraies data, soit Y tilde, donc les signaux générés synthétiques, mais dans les mêmes spectres de fréquences. Donc, on peut associer une label à ces deux types de signaux, soit label D, soit label G, selon les cas. Et donc, un problème de classification. Alors, pour classifier, il faut un classificateur, par contre. Et les classificateurs, en général, c'est l'une des choses les plus simples en machine learning, en tout cas, hein, parce que c'est comme ça, c'est un peu comme ça que les problèmes de machine learning sont nés. Donc, classifier, par exemple, un chat ou un chien, quand l'intelligence artificielle, quand les réseaux de neurones voient une image. Est-ce qu'on est capable de faire ça mieux qu'un humain? En théorie, l'histoire nous dit que oui, les réseaux de neurones sont capables de classifier mieux que les humains. Donc, il faut concevoir un classificateur D, qu'on appelle souvent discriminateur, qui donne une sorte de probabilité qu'en injectant un signal Y, ce signal-là soit à la fois de la donnée, à la fois en synthétique. Pour que les classificateurs soient capables de discriminer entre les deux, il faut un certain nombre d'exemples parce que le réseau de neurones, il est bête, il apprend que, comme un enfant, il apprend que sur les signaux qu'il voit, donc sur les exemples qu'il arrive à voir. Donc, on prend un certain nombre de signaux disponibles et on associe à chaque signal à la fois les labels D donnés, à la fois les labels G pour des signaux générés. Notez bien que je n'ai rien dit sur G pour l'instant. J'ai juste dit que c'est un générateur en métamodèle, que ça peut être un métamodèle construit un peu comme on veut, tant qu'il y a des paramètres, justement de non-paramètres, des hyperparamètres, qui n'ont pas forcément de sens physique, mais qui peuvent être mis à jour pour que la prédiction G puisse être effectivement modélisée en fonction de l'objectif d'optimisation qu'on a. Et là, c'est carrément une optimisation en termes de classification. Être capable de déterminer une frontière entre tous les signaux donnés, classifiés comme donnés et tous les signaux classifiés comme générés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on mêle les deux, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des signaux de bases de données qui viennent disons, de sources différentes. Et là, dans ces cas-là, c'est des signaux générés, des signaux enregistrés. On les mêle et on a du coup une mixture. Donc, on a un mélange en fait de signaux. Et a priori, on ne sait pas dans quelle proportion les deux mélanges ont été, enfin les deux données ont été mélangées. Donc, il pourrait y avoir un tiers des données et deux tiers des signaux générés ou vice-versa. En général, on fait de sorte qu'il y ait moitié-moitié pour éviter des déséquilibres.
Et donc, en fait, on peut estimer la probabilité que d'extraire à partir du mélange de données et signaux générés, d'extraire à la fois un signal qui est enregistré ou à la fois un signal généré. Donc, l'objectif d'optimisation du générateur G, c'est de tromper le classificateur. Donc, d'être capable de dire, OK, le signal généré, il est tellement proche d'un signal enregistré que le discriminateur, en fait, il n'arrive plus à établir si c'est là, c'est généré ou si c'est un signal enregistré. Donc, a priori, pour lui, les générateurs, il est capable de tromper les discriminateurs et les discriminateurs, il a juste une probabilité de 1,5 d'extraire à la fois un signal enregistré, à la fois un signal donné. Et donc, en fait, on peut construire une loss, donc notre fonction objective pour optimiser, qui est simplement la loss de classification classique, donc une cross-entropie binaire. Donc, faite sur les bases de données disponibles. Donc, on calcule ça comme la moyenne sur les Y qui sont tirés des signaux enregistrés. Notons bien que P de Y, donc la distribution des probabilités d'Y, n'est pas connue a priori. Donc, on a besoin, enfin, elle n'est pas connue, donc on prend juste une base de données assez large et on essaie de l'inférer à partir de la base de données. Mais a priori, on ne peut pas la modéliser, cette distribution des probabilités, parce qu'il faudrait tous les signaux disponibles sur la Terre et je pense que ça ne suffirait même pas. Et donc, ces parties-là, c'est la première partie de la cross-entropie binaire. Et donc, c'est la discrimination des signaux enregistrés, donc entre guillemets réels. Et la deuxième partie, c'est la discrimination donc, de l'autre classe, donc 1 moins d de y tilde, qui est le signal reconstruit. Donc, quelque part, cette loss-là, c'est l'entropie de la variable m, donc du mélange, l'événement qui consiste à extraire du mélange soit y, soit y tilde, en tirant justement y. Et donc, on essaie de maximiser en fonction de d ces losses. Donc, ça revient à un problème d'optimisation, un problème de classification ou optimisation. Les problèmes, c'est que dans le jeu, en fait, on a aussi un générateur qui n'est pas fixe. On peut aussi le mettre dans la liste de paramètres à optimiser. Et donc, vous voyez bien que dans ces cadres-là, y tilde est remplacé par g de x. Donc, on a x, qui est la simulation numérique du tremblement de terre qu'on essaie de construire, et G qui est un métamodèle paramétrique où on a des poids qu'on veut mettre à jour. Et donc, vous voyez bien que là, par contre, le générateur joue contre le discriminateur. C'est ça les principes de ce qu'on appelle les Generative Adversarial Networks, les GAN, qui ont été introduits en 2014. Donc, c'est un jeu entre deux métamodèles. Un discriminateur qui essaie de discriminer faux, vrai, et l'autre, le générateur, qui essaie de dire « Ah, mais moi, les signaux faux, je vais essayer de les rendre à l'égard du discriminateur, comme j'essaie de les faire sembler des signaux vrais. Et donc, j'essaie de les tromper. Donc, c'est un minimax, c'est un jeu de minimax parce qu'un essaie de minimiser, l'autre essaie de maximiser la loss. Ce qui revient en fait à permettre de trouver un point d'équilibre où le discriminateur n'est plus capable de discriminer entre les deux. Et donc, pour lui, pour cet expert sismologue qui est en vrai, c'est un réseau de neurones, les deux signaux sont pareils, sont les mêmes. Et donc, on est satisfait parce que ça veut dire que visiblement, si les réseaux de neurones D il est assez puissant, il serait a priori plus puissant qu'un sismologue. Je ne veux pas dire, je veux pas être politiquement incorrect, mais en théorie, on pourrait arriver à ces points-là. Et donc, une autre façon d'exprimer la loss, c'est, enfin, si vous voulez, c'est le jeu de minimisation, c'est d'introduire la distance de Shannon, qui est en fait la distance entre les deux distributions de probabilités, donc la distribution de probabilité des vrais signaux Y et des signaux générés G. Donc, c'est une distance symétrique, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant. On peut l'utiliser comme paramètre pour l'optimisation. Donc, en essayant du coup de rendre PG la plus proche possible à PY. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez compris qu'en gros, c'est intéressant d'essayer de minimiser ces distances entre les deux distributions de probabilité. Et c'est ça que les GAN fait en général. Il essaie de rapprocher les distributions de probabilité réelles avec les distributions de probabilité du mélange.
quels sont les problèmes de l'approche qu'on avait suivi au début? Les problèmes sont trois en général. C'est qu'en fait, G de X, il est souvent loin de Y, mais il peut être aussi loin de X. C'est difficile à comprendre. L'entraînement de GAN, il est hyper compliqué. Et parce qu'en fait, la taille de X, Y est énorme. En fait, on peut vraiment atteindre des tailles de complexité ingérables. Et par ailleurs, les distributions et probabilités sous-jacentes sont inconnues. Donc, en fait, tout ça, c'est un peu un jeu, c'est vraiment hyper compliqué comme problème. C'est pour ça qu'en fait, on a décidé de passer à introduire les fameux filtres dont on avait parlé au début. Et cette fois-ci, en fait, on travaille plutôt sur des distributions conjointes. Donc, la distribution jointe de X, la distribution, la simulation numérique, et Y tilde, qui suit une loi que j'appelais ici QX, et le tuple X tilde, qui est les filtres de Y, avec Y. Donc, en fait, on essaye du coup déjà d'associer les deux dans une tuple pour que ça soit plus simple, en fait, faire ce type de minimisation. Et donc, c'est toujours une minimisation de style GAN, mais donc avec une distance de Jensen-Shannon qui est en fait notre distance à réduire le plus possible, donc la fonction coût à optimiser. Sauf que cette fois-ci, elle est construite sur des tuples et pas sur une seule variable aléatoire. Et donc, dans les jeux, on rentre aussi un autre terme à optimiser qui est les filtres, donc les poids du métamodèle filtre que j'appelle F. Et en plus, on peut ajouter comme penalty, penalty à notre optimisation, une norme LK. En général, on prend juste le mean square error entre X, qui est du coup le signal reconstruit, et les filtres de Y tilde, pour assurer qu'à chaque fois, notre filtre et notre générateur gardent la reconstruction quand même proche de X. Donc, éviter que GDX commence à faire n'importe quoi et puis on puisse perdre en fait complètement la dépendance des X. Et donc, vous voyez que l'argument, la loss, si vous voulez, à réduire, elle est un peu plus complexe. C'est un min-max sur min sur GF et un max sur D. Et puis, il y a aussi les pénalités ici, la pénalisation en fonction de F et G. En fait, tout ça, c'est un peu aussi, ça peut se voir aussi en fonction de ce qu'on appelle autoencoder, qui est l'une des structures les plus récurrentes en deep learning. Et je vais l'introduire ici au point 1.3. En gros, l'autoencoder, ce n'est rien d'autre qu'un réseau de neurones qui essaie de reproduire l'identité. Donc, je rentre dans l'autoencoder X, je l'encode dans un espace quelconque que j'appelle en général Z ou Z'. Donc, pour Y, je l'ai appelé Z', et pour X, je l'appelle Z. C'est en général un espace de taille réduite, quoi qu'il ne soit pas obligatoire, mais il a une taille réduite. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on réduit un peu la complexité. Et donc, ça, c'est la phase d'encodage. Et puis, il y a la phase de décodage que là, j'ai appelée G, qui permet de passer de l'espace latent, Z ou Z', donc l'espace réduit, revenir dans l'espace physique. Donc, en fait, pour reconstruire l'identité. Donc, si j'injecte X, j'essaie de reconstruire X. J'injecte Y, en passant par Z', j'essaie de reconstruire Y'. Enfin, Y tilde, pardon. Donc, vous voyez bien qu'en fait, il suffit dans les contextes qu'on vient d'expliquer, F, G et D, en fait, F et G pourraient très bien être l'encodeur F et les décodeurs G dans l'autocodeur. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quand même une affinité avec les chaos polynomiales. Et sauf que l'autocodeur, a priori, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, c'est-à-dire des couches de convolution empilées, plusieurs couches de convolution empilées. Et à chaque couche de convolution, on peut ajouter des fonctions d'activation que je pense que vous avez dû voir dans le cadre général de l'intelligence, du machine learning, de deep learning. Donc, typiquement des sigmoïdes, des relus, des tangentes hyperboliques. Donc, on peut créer des transformations non linéaires pour reconstruire l'identité dans un cadre qu'on appelle en général apprentissage non supervisé. Donc, il n'y a pas de label parce que Z' ne veut rien dire, a priori, Z non plus. Mais c'est juste un espace réduit à partir duquel, si on les force à être, disons, à suivre une certaine loi de probabilité, on peut tirer des échantillons avec justement l'utilisation du décodeur G.
Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, les deux problèmes qu'on a posés au début, c'est un problème PY et PX, sont deux problèmes analogues. Pour PY, en gros, c'est construire un encodeur et décodeur qui suit en fait l'approche d'apprentissage du GAN que je viens d'établir. Donc, sur les deux tuples Z', GY de Z', FY de Y et Y. Donc, en fait, Z', en général, pour faire simple, on les tire comme des variables aléatoires gaussiennes indépendantes et avec une taille de variable qui est inférieure à la taille à la complexité du signal. Donc, on a essayé de réduire un peu la dimensionnalité du problème. Et la même chose, on le fait pour X. Donc, en gros, l'encodeur X essaie de reconstruire X à partir de X. Et l'encodeur Y, il essaie de reconstruire Y à partir d'Y. Alors, tout ça, en soi, ça paraît très standard, du deep learning standard. OK, on a ajouté l'effet qu'on veut essayer de reproduire un espace latent Z' ou Z qui est gaussien, centré réduite et variable indépendante. OK, ça peut être un plus, mais on n'a pas connecté les deux. Donc, X reste la simulation numérique tout court, signal, et Y reste un autre signal, simplement un peu plus haute fréquence. Mais comment on passe de l'un à l'autre? C'est ça en fait l'enjeu. Et donc, pour faire ça, on a les deux encodeurs. Okay. Donc, on peut penser que la partie encodée par fx représente quelque part dans un latent manifold, représente un peu la complexité de x encodée dans un espace gaussien. Et f d'y, par contre, encode la complexité d'y dans un autre espace, normalement de taille un peu plus large, mais toujours gaussien. Alors, vu qu'on a compris que passer de x à y, c'est compliqué parce que la taille est énorme et en fait, on n'arrive pas à entraîner notre GAN proprement, on peut passer de x à z, récupérer la partie encodée z et l'injecter directement via une transformation préalable pour, en gros, adapter la taille quelque part dans le décodeur de y. Donc, les deux sont entraînés indépendamment. L'un sur les signaux filtrés ou simulation numérique plutôt, et l'autre sur les signaux enregistrés. Mais en faisant un mapping entre les manifolds de l'un au manifold de l'autre, on peut bypasser les passages de X à Y direct. Donc, en gros, on fait un entraînement un peu plus simple parce que la taille est réduite et les variables sont toutes gaussiennes, donc on peut travailler sur ça aussi. Du latent manifold Z au latent manifold Z' qui reproduit quelque part la complexité de Y. Et puis, on utilise les décodeurs déjà entraînés d'Y pour reproduire simplement une Y tilde conditionnée par X, parce qu'en fait, on est passé par Z quand même, et à la fois proche d'un Y réel. Sachant qu'en fait, en phase de prédiction, Y, nous ne les connaissons pas. On ne peut pas prédire un tremblement de terre sans l'avoir observé. On peut faire une simulation qui est proche, l'encoder et puis utiliser toute l'information apprise par les décodeurs de Y pour générer des signaux réalistes proches de ce qu'on s'attend quand on enregistre les séismes. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit toujours de faire matcher les deux distributions des probabilités entre X et Z tilde et X tilde et Z classique. Donc, ça, c'est les cadres du GAN classique pour X, Z. Et ensuite, passer de cette Z-là au décodeur des signaux Y. Parce que le décodeur, il a déjà appris à partir des features qui sortent du signal Y, donc des vrais signaux enregistrés, il a déjà appris à modéliser un signal sismique réel, quoi. Donc, vous voyez bien que l'entraînement des deux autoencodeurs fonctionne très bien. À la fois à gauche ici pour Y, vous voyez que le signal il est haute fréquence et on arrive, modulo des petits bruits ici, il arrive bien à encoder le signal bleu. Et la partie filtrée qui est le signal orange, je l'ai reporté ici à droite, elle est également très bien encodée par l'autre autoencodeur. Vous voyez un autre détail ici. Donc maintenant, pour énoncer bien comment on passe de l'un à l'autre, on a créé cet autoencodeur hybride.
Donc, on a ajouté les troisièmes ingrédients à la recette pour passer de l'espace latent de x, z, à l'espace latent z' qui représente y, via un autre autoencodeur en fait. Donc, ces autoencodeurs-là sont tous des autoencodeurs convolutionnels. Donc, c'est des couches de convolution empilées à taille réduite, qui se réduisent au fur et à mesure, et avec des fonctions d'activation non linéaire au milieu. Donc, Z, ce n'est rien d'autre qu'un filtre de Z', et Z', c'est une génération de Z. La même chose qu'on a fait pour XY. Simplement, cette fois-ci, on travaille sur Z et Z', parce que c'est plus simple. Bon, je glisse sur les aspects des os, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, vous voyez, OK, la reconstruction n'est pas parfaite, mais l'objectif, ce n'était pas de reconstruire. C'était de passer de l'un à l'autre en gardant la partie X sans perdre du coup toute cette information-là, mais quand même en ajoutant des autres fréquences un peu réalistes. Vous voyez bien qu'ici, on obtient ça, c'est des signaux, ça c'est les deux signaux, et ça c'est des goodness of fit qu'on utilise souvent en sismologie, où vous voyez ici, c'est les goodness of fit pour l'enveloppe, et c'est les goodness of fit pour la phase. Et on l'a en fréquence et en temps. Donc, on voit bien qu'à la fois l'enveloppe, à la fois la phase sont bien modélisés. Et là, j'ai mis une comparaison parce que quand même, on voulait faire mieux qu'en 2018. Alors, les résultats en bleu ici, c'est le même signal enregistré, hein, et la même simulation numérique. Sauf que en bleu ici, j'ai mis ce qui sortait de ANN to BB, qui était en fait l'acronyme un peu bizarre qu'on avait donné au premier essai qu'on avait fait en intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'essai avec les spectres des réponses de l'oscillateur. Et vous voyez qu'en fait, OK, c'est pas mal, mais la phase est random. Comme la phase est random, on ne la contraint pas. Et donc, en fait, on peut générer des signaux plus ou moins bons, mais avec une phase qui va rester, au moins à la partie courte période ou haute fréquence, c'est une phase qui va rester random. Par contre, avec notre nouveau système, enfin notre nouveau outil hybride qu'on a appelé Alice, parce que c'est adversarial, je ne me souviens plus, mais CE ça est cross-entropique quelque part. On arrive à garder l'information sur les basses fréquences, mais en même temps, on se rapproche aux autres fréquences de manière un peu plus robuste. Et en plus de ça, vous voyez que la phase, elle est conservée. Donc, on ne la perd pas. Parce qu'en fait, l'information sur la phase, souvent, elle est conservée aussi dans le signal à basse fréquence. Sauf que si on passe par des approches un peu simples, comme les spectres de réponse de l'oscillateur en degré de liberté, on a complètement perdu toute l'information de la phase. Alors que dans notre cas actuel, on injecte des signaux dans des couches de convolution, donc à la fois la phase, à la fois l'amplitude sont inclus. Donc il n'y a pas on n'a rien laissé dehors. Donc c'est un peu plus robuste. Et la phase est très importante pour la conception des bâtiments, parce que maintenant, la plupart des outils pour la conception des bâtiments, c'est des calculs temporels. Donc, c'est important d'avoir aussi un signal qui tient la route du point de vue phase. Bon, quelques perspectives. Là, à ce moment, il y a une thèse de Gottfried Jacquet qui a commencé il y a 2 ans. Et donc, l'idée, c'est de chercher des signaux, à élargir les spectres des signaux possibles en utilisant aussi, cette fois-ci, les métadonnées. Donc, la magnitude, la distance du site, l'effet de site qui peuvent être quelque part condensés dans des macro-indices et qu'on peut introduire directement dans l'apprentissage, donc conditionner cet apprentissage par les métadonnées. Parce que si jamais j'ai la possibilité de produire une magnitude 5 et une magnitude 6, je vais être capable de, disons, glisser de l'un à l'autre et donc de conditionner ma génération en fonction de ça. Et l'autre chose qu'on essaie de faire en ce moment, c'est disons, mélanger les 2 autoencodeurs, les 3 autoencodeurs que je vous ai présentés, c'est d'en faire qu'un. Et plutôt travailler sur la projection de l'espace latent pour avoir certaines composants de l'espace latent qui représentent juste les basses fréquences et certaines composantes qui représentent les autres fréquences. Ça, c'est un peu plus compliqué.
Je vais un peu rapide parce que je vais après présenter la partie ultrason qui me semble un peu plus, comment dire, mature. Ça, c'est c'est des travaux qu'on a commencé l'année passée avec les gens de Milan et c'est plutôt concerne surtout la santé des bâtiments, en pré et post tremblement de terre. Donc, on simule des bâtiments pour faire simple avec des résonateurs, enfin de multi-DOF, multi-degré de liberté avec chaque étage une masse concentrée de raideur amortisseur. Mais ce qui importe, ce qui est intéressant de cette approche, c'est qu'il est très similaire à celui que je viens de vous montrer, mais on a partitionné notre espace latent en trois. Donc, on ajoute une classe qui peut être, par exemple, le scénario d'endommagement, parce qu'en génie parasismique, quand on a un tremblement de terre, c'est pas que tous les bâtiments s'endommagent de la même façon. Certains, il y a juste des fissures, d'autres, ils sont complètement effondrés, d'autres ont des problèmes, par exemple, un étage qui a tombé, etc. Donc, il y a des classes d'endommagement ou, si vous voulez, des indices d'endommagement qui permettent de déterminer aussi la maintenance et la reconstruction à la limite. Ensuite, il y a du coup, quelque part, on essaie de condenser aussi dans la variable S le style de l'endommagement ou le style du transitoire. Ça peut être par exemple en fonction des modes qui changent. Par exemple, quand le bâtiment est légèrement endommagé, les fréquences des modes ont tendance à glisser vers les bas. Et du noise, donc du bruit tout le temps, aléatoire, pour donner un peu d'incertitude et reproduire un peu la variabilité possible. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'approche, il est très similaire à l'approche que je vous ai énoncée en ce moment. Donc, on essaie toujours d'associer un X, un Z, puisqu'en fait, de cette façon-là, on pourra travailler sur des variables latentes et pas sur sur la complexité du signal entier. Et donc, vous voyez ici à droite, ça s'appelle, ils l'ont appelé RepGAN, parce qu'en fait, d'un côté, on a une structure du type X rect X, ça veut dire on part de X, on essaie de mapper Z, donc d'attribuer une sorte de label à chaque X, mais tout en étant capable de reconstruire après X1. Donc, on part de X1 et on essaie de revenir à X1. D'accord? Sauf que cette reconstruction-là, si on la laisse telle qu'elle est, ça c'est l'autoencodeur classique, on peut trouver différentes représentations à la fois Z1 et Z2 du même signal X1. Et la même chose vaut pour X2. À la limite, on pourrait produire X1 avec Z1 et X2 avec Z1 ou vice-versa avec Z2. Donc ça, c'est la première structure qui est importante parce que quand même, on veut retomber tout le temps sur X1. Mais en même temps, on veut aussi que cela arrive aussi pour Z. Donc la structure s'appelle rep X rep. Ça veut dire qu'on veut être capable à partir de Z1 de revenir au même Z1. Sauf qu'à nouveau, on peut le faire en passant à la fois par X2 ou pour X1. Donc, l'idée de RepGAN, c'est à la fin tomber sur ces cas-là, où à chaque X1, il y a un seul Z1, une sorte de label gaussien, normal, centré, qui est associé à X1, et pas 2, 3, 4, 1000. Sinon, on a une incertitude énorme et on n'arrivera jamais à faire un sampling de notre espace latent pour reconstruire des signaux proches du signal d'entrée. Pourquoi proche? Parce que pour l'instant, on s'est concentré sur des états d'endommagement très faibles. Typiquement, hein, si je reviens en arrière en seconde, on a un bâtiment, on essaie de réduire légèrement la rigidité et donc les signaux ne sont pas très, très différents. Quand on introduira après la non-linéarité, l'endommagement, etc., bien sûr, il y aura des signaux qui peuvent tranquillement être complètement différents. Mais pour l'instant, c'est des signaux qui sont très proches. Donc, on ne veut pas non plus perdre complètement l'essence du réel. Et donc, avec cette approche RepGAN qu'on est en train de mener en ce moment-là, on a généré des signaux de bâtiments qui oscillent sans endommagement, avec un endommagement de 25% et avec un endommagement de 50% de la matrice de raideur de notre système. Alors là, ça ne se voit pas très bien, mais en général, ce qu'on a, c'est qu'ici, on a le signal qu'on peut enregistrer sur un bâtiment nouveau endommagé. Et ça, c'est les signaux qu'on attend quand on réduit qu'on simule quand on réduit la rigidité du 25%. Et en fait, à partir du vert, on essaie de reconstruire les bleus, pardon, les noirs, grâce à ces passages RepGAN. Donc, on passe de X1 à Z1, on switch à Z2 si on y arrive. Donc, on change la classe d'endommagement qu'on avait prévu et on revient à X2 qui est le signal
endommagé selon la classe d'endommagement choisie. J'ai mis une image un peu plus sympa ici. En fait, vous voyez que les deux signaux que j'ai montrés ici sont XD, c'est les noirs, c'est le signal associé à un bâtiment endommagé au 25%. Et l'orange, c'est en fait l'autoencoder, enfin la sortie de l'autoencoder RepGAN, mais nourri avec un signal XU qui est un signal d'un bâtiment non endommagé. Donc, en gros, on a maquillé les signaux U non endommagés à un signal qui honorait si les bâtiments étaient endommagés. Donc, avant que les bâtiments, bien sûr, soient endommagés, on essaie de prédire de différents taux d'endommagement, et non seulement les taux d'endommagement, mais aussi la réponse vibratoire du bâtiment à l'endommagement. Et vous voyez ici, à nouveau, ça, c'est les goodness of fit, hein, donc sur l'enveloppe, entre 0 et 10, et sous la phase, entre 0 et 10. Et vous voyez que si je mets XU et je sors XD et je les compare à l'XD simulé, donc aux vrais signaux de bâtiments endommagés, j'obtiens des bonnes goodness of fit, ce qui veut dire qu'en fait, les switches entre la classe endommagée et la classe endommagée, pardon, non endommagée, a eu lieu. Donc, voilà quelques perspectives. Maintenant, on essaie de passer au non-linéaire, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant, et créer plusieurs scénarios d'endommagement et adapter à tout ça des structures réelles. Parce que tant qu'on reste dans les multi-DOF en degré de liberté seulement, bon, c'est simple. Mais quand on a des modes de torsion du bâtiment, des modes couplés, torsion, flexion, et les modes, enfin, ça devient vraiment très compliqué. Et il y a aussi des passages entre un mode et l'autre d'énergie, donc ça ne va pas être si simple que ça. Donc, il y a des tests qui vont commencer d'ici l'année prochaine pour essayer de voir un peu ces aspects-là. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Je suis désolé, j'ai déborde. Je vous promets encore 10 minutes, je vous tiens encore 10 minutes, mais je voulais présenter la partie ultrason parce que je pense que ça peut être intéressant aussi dans un cadre d'une physique différent. Donc, je vais faire un new share et je vous montre ça. Voilà. Donc, ces travaux-là et les travaux de thèse de Gerardo Granados, que d'ailleurs, je crois, il est présent. Donc, Gerardo, si j'ai dit des bêtises, tu me corriges. C'est un travail qui est mené en collaboration avec les CEA-listes dans le cadre d'une bourse Marie Curie, donc avec mes collègues Didier Cloutot et Roberto Miorelli. Et il porte plutôt sur les mêmes types d'outils GAN que j'ai présenté jusqu'à là, mais pour la propagation ultrasonore dans les cadres surtout du test non destructif. Donc, l'idée, c'est qu'au CEA-list, il développe depuis des années une plateforme qui s'appelle SIVA, qui est une plateforme qui permet de créer des images TFM, donc Total Focusing Method. Ça veut dire en gros des images de l'imagerie ultrasonore pour aller en général aller comprendre si il y a si les soudures, les points de soudure à des petits points d'endommagement où la soudure n'était pas faite de façon propre. Donc, c'est pour monitorer en gros en real time les structures et les pièces, les composantes. Donc, bien sûr, on passe une physique légèrement différente que les tremblements de terre. Donc, déjà, la plage des fréquences n'est pas du tout la même. Et l'idée, c'est en fait SIVA, c'est un outil qui est très rapide pour la génération de ces genres d'images qui pourraient en gros simuler les passages d'une sonde ultrason qui en fait passe sur la soudure et reproduit l'image associée. Mais disons, on cherche quand même avec cette thèse à introduire du deep learning pour à la fois rendre SIVA encore plus puissant, c'est-à-dire essayer d'augmenter en se basant sur ces modèles SIVA qui sont des modèles très rapides, enfin, c'est un outil très rapide, mais quand même avec des hypothèses surtout notamment liées au scattering des ondes. C'est des hypothèses un peu simplifiées sur les modèles de scattering. On essaie quand même d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la fidélité de ces types d'outils, puisqu'en fait, on veut garder la rapidité et la capacité de produire 3000 images en 10 minutes sans devoir faire des simulations numériques très, très coûteuses.
Mais aussi, on veut que les hypothèses de base très simplifiées puissent être quand même un peu élevées grâce à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle ou deep learning, elle va apprendre tout le temps à partir des images réelles, donc de l'imagerie réelle. Mais une fois elle a été entraînée, enfin, une fois qu'on a entraîné notre réseau, on va essayer quand même de les nourrir avec des images qui proviennent de SIVA, donc d'un métamodèle ou d'un signal, enfin, une simulation numérique, mettons-la comme ça. Voilà, c'est carrément un problème inverse parce que c'est dans les cadres du contrôle non destructif. Et donc, bien sûr, on va pas être très, très invasif. On va essayer simplement à partir des échos qu'on observe dans les images, essayer de voir si la soudure aura des problèmes ou pas. Donc, les premières approches que Gerardo a suivies, c'est celui de ce qu'on appelle UNET. En gros, l'UNET, c'est un autoencodeur convolutionnel, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a une entrée, une entrée expérimentale, l'image expérimentale des couches de convolution 2D, et on va essayer de simuler la même image ou la reconstruire. La différence, c'est que entre l'encodeur que je vous ai présenté et les UNET, l'UNET a été conçu pour l'imagerie médicale surtout, et il y a en fait des passages directs entre couches de convolution. C'est-à-dire qu'en fait, l'information, les flux d'information n'est pas simplement X, Z, Z, X, mais il y a des flux d'information aussi au niveau des couches intermédiaires, ce qui permet de reconstruire beaucoup mieux les images. Puisqu'en fait, si on passe de ça à Z et puis de Z à X, pour le signaux sismique, ça va encore. Mais pour les images, par exemple ultrasonores, on perd beaucoup d'informations. Et notamment, ce qu'on a, c'est que l'autoencodeur classique, sans ce qu'on appelle skip connection, c'est-à-dire ces connexions intermédiaires, l'autoencodeur classique sans skip connection, il a la tendance à lisser les images. Donc là, vous voyez une image de reconstruction à partir de lunettes. Vous voyez que quand même, c'est très difficile pour pouvoir reproduire ces genres d'images, puisqu'en fait, il y a non seulement l'écho, mais il y a aussi tous les bruits de fond. Et l'idée, hein, c'est d'essayer de contrôler les deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reproduit des images, on a le contrôle à la fois sur l'écho et à la fois sur les bruits de fond. Donc, on ne veut pas mêler les deux. Enfin, on essaie de décortiquer les deux et de les modéliser dans un espace latent pour qu'en fait, quand on fera un sampling un peu comme ça, prédiction en aveugle, on puisse contrôler les niveaux de bruit et les niveaux d'écho. Et vous voyez que de toute façon, déjà, les premiers résultats des Gerardo sont très bons. Donc, la simulation est proche de l'expérience, sauf qu'il y a quand même des différences. Là, maintenant, dans les cadres de la structure UNET ou dans les cadres du GAN, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait pris un peu les cadres de l'autoencodeur. Cette fois-ci, on remplace les encodeurs-décodeurs par des couches qui s'appellent couches résiduelles peut-être. Donc, typiquement, ça s'appelle ResNet. Sont très similaires aux couches de convolution, mais disons, ils ont une performance beaucoup plus élevée en termes de reconstruction, notamment dans les images. Et donc, vous voyez, on rentre X, qui est l'image, c'est par exemple l'image qui sort d'une expérience ultrason. Et l'espace latent, il est partitionné en deux. Donc, il y a une partie bruit gaussien centré réduit, d'accord, et une C qui pourrait être à la fin une classe ou un style. Enfin, le problème, c'est attribuer à CC une significance physique. Et après, il y a les codeurs classiques qui vont reconstruire l'image. Pour l'instant, notre C, c'est une classe. Donc, on pourrait être une classe de fidélité, typiquement. Si on veut injecter, si on veut considérer tous les modes de scattering ou simplement des modes ou des modèles de scattering plus simples. Donc, les classes vont distinguer les niveaux de fidélité qu'on souhaite et permettre de passer de l'un à l'autre sans devoir refaire la simulation, simplement en partant du même signal. Et à nouveau, on met des discriminateurs partout parce que c'est le discriminateur qui permet d'associer les deux distributions de probabilité entre la réalité et les généraux. Et on n'oublie pas toujours la reconstruction parce que cela est un peu, disons, c'est aussi notre façon de comprendre si on est bien proche de la réalité ou pas. Donc, la reconstruction, visuellement, elle est très intéressante parce qu'en effet, quand on discute en termes de probabilité, c'est un peu difficile de juger si on y est ou pas. Par contre, quand on reconstruit bien, on est sûr que
on a fait quelque chose de plutôt pas mal. Et là, vous voyez, par exemple, ça, c'est des premiers résultats. Gérald a commencé sa thèse il y a 2 ans. Et donc, bien sûr, c'est tout un cours. Vous voyez très bien qu'en fait, l'image originaire, l'image simulée, elle est bien reconstruite. D'accord? Ça, c'est la classe 0 parce que c'est la classe qu'on appelle 0, ça veut dire simulé. Mais il y a toujours la tendance à lisser un peu, hein. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même un peu de bruit ici qu'on n'arrive pas à reproduire parfaitement, mais ça, c'est normal, ça fait partie d'un peu des problèmes liés aux autoencodeurs. Et par contre, quand on switch la classe, donc on passe de la classe 0 à la classe 1, les réseaux, bon, il n'est pas tout à fait assez performant, mais on a encore du temps pour travailler. Mais vous voyez que quand même, l'écho n'est pas perdu. La question, c'est de travailler maintenant sur la partie bruit. Vous voyez que de toute façon, a priori, la simulation et les expériences ne vont pas avoir forcément le même type de bruit. Mais on veut essayer de les contrôler. On veut essayer de jouer sur l'espace latent pour contrôler les niveaux de bruit et aussi pour ne pas pourrir l'image principale qui est celle où il y a l'écho fondamental. Ici, un autre exemple, cette fois-ci, par contre, à partir de l'expérience. Donc, la classe, c'est la classe 1. Vous voyez bien qu'on arrive à la reconstruire. À nouveau, il y a des problèmes de bruit, mais c'est un problème sur lequel on essaie de travailler. En tout cas, ça, c'est une erreur, mais enfin, c'est un log scale. Hein, donc, là, si on ne les mettait pas à log scale, on ne les voyait même pas. Et quand on passe, par contre, de l'expérience à la simulation, bah, à nouveau, on garde l'écho. Donc, tout ça n'est pas perdu. D'accord? Mais à nouveau, vous voyez sur les fonds, les bruits peuvent tranquillement changer. Donc, les take-home message de tout ça, c'est qu'en fait, on arrive à conditionner la génération en fonction de la classe, simulation ou expérience, donc au niveau de fidélité, hein, a priori aussi. Et on arrive quelque part à distinguer entre l'écho, donc l'écho, on ne les touche pas beaucoup, mais les backgrounds, donc les noise de background peut changer. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur ces aspects de bruit de fond pour voir si on arrive à les contraindre un peu mieux. Et l'image est toujours un peu, la définition de l'image va rester un peu, elle n'est pas très bonne, mais parce que effectivement l'autoencodeur a des problèmes de ce type. Donc, à la fois, on peut augmenter les couches, mais aussi, c'est pas évident. C'est tout un discours d'entraînement, coefficient. Enfin, c'est toute une sorte de bidouille numérique. Il faut qu'on trouve une bonne combinaison d'hyperparamètres pour checker toutes les cases, en fait. Et en fait, on ne voit pas dans ces cadres-là les bruits électroniques quand on les génère, parce qu'il est caché dans le lissage fait par l'autoencodeur. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai pris 10 minutes de plus, je suis désolé, mais je suis content de répondre à toutes vos questions.